Si vous ne deviez choisir qu'un seul endroit pour commencer une nouvelle vie, choisiriez-vous un pays où de nombreuses personnes ne gagnent même pas 2 dollars américains par jour? Pour les habitants de la Tanzanie, ce n'est pas un choix, mais une réalité quotidienne. Des millions de personnes doivent vivre avec moins de 2 dollars par jour, et certaines familles doivent même manger des criquets pour survivre pendant les périodes de pénurie alimentaire. De nombreuses jeunes filles entrent dans le mariage sans même savoir qui sera leur époux. Et peu de gens savent que le paradis touristique de Zanzibar, aujourd'hui, était autrefois le plus grand centre de commerce d'esclaves de l'Afrique de l'Est. Alors, à quoi ressemble vraiment la vie en Tanzanie? Suivez-moi pour le découvrir ensemble. Numéro 1. Le paradis du tourisme était autrefois le plus grand marché d'esclaves de l'Est africain. Peu de gens savent qu'au cours des 18e et 19e siècles, sous la domination du royaume d'Oman, Zanzibar est devenu le plus grand centre de commerce d'esclaves de l'Afrique de l'Est. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes, et parfois même jusqu'à des centaines de milliers, étaient emmenés depuis les profondeurs du continent africain, comme la Tanzanie, la République démocratique du Congo ou le Malawi vers la côte, à travers des voyages forcés, s'étendant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Les conditions de transport étaient extrêmement sévères, rendant impossible l'achèvement du voyage pour de nombreuses personnes. Ceux qui survivaient étaient ensuite enfermés dans des cellules étroites sous terre à Stone Town, en attendant d'être vendus. Dans ces pièces presque dépourvues de lumière et d'air, des dizaines de personnes devaient se serrer les unes contre les autres pendant plusieurs jours. Ensuite, elles étaient soumises à un examen de santé, avant d'être vendues à des commerçants venus du Moyen-Orient, d'Inde et d'autres régions. Dans le système de commerce des esclaves de l'époque, les êtres humains étaient considérés comme des biens pouvant être achetés et échangés. Particulièrement, les femmes et les enfants étaient les groupes les plus durement touchés. Beaucoup étaient séparés de leurs familles dès leur arrivée sur l'île et vendus individuellement. Nombreux étaient ceux qui devaient travailler de force ou servir dans des familles riches à l'étranger. À la fin du 19e siècle, sous la pression du mouvement abolitionniste et de l'intervention britannique, le commerce des esclaves à Zanzibar a progressivement cessé, du moins sur le papier. Cependant, les activités de vente illégale ont continué à exister en secret pendant de nombreuses années, laissant un chapitre de l'histoire que les habitants de Zanzibar ne souhaitent toujours pas oublier. Mais cette période de commerce qui a duré des centaines d'années a également laissé des marques qui sont encore présentes aujourd'hui. Si vous vous promenez dans le vieux quartier de Stone Town, vous rencontrerez d'énormes portes en bois, finement sculptées de vieilles demeures de style arabe, des balcons de style indien ou des petites ruelles en pierre entrelacées, comme un labyrinthe. Tout cela témoigne d'une époque où Zanzibar était un carrefour entre l'Afrique, la péninsule arabique, la Perse et l'Inde, lorsque des caravanes de commerçants de tout l'océan Indien accostaient sans cesse sur cette île. Et peut être que ce qui surprend le plus de nombreuses personnes ne se trouve pas dans l'histoire, mais dans la vie actuelle de millions d'habitants de cet endroit. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. La vie avec moins de 2 dollars américains par jour. Croyez-vous qu'en Tanzanie des millions de personnes doivent vivre avec moins de 2 dollars américains par jour? La Tanzanie est l'un des pays avec le revenu par habitant le plus bas au monde, avec seulement environ 1000 dollars américains par an. Cela signifie que l'argent qu'un Tanzanien gagne en une année peut parfois équivaloir au coût de la vie d'une famille en France en moins d'un mois. Ainsi, au lieu de conduire jusqu'à leur lieu de travail, la plupart des habitants commencent leur journée dans les champs. Près de 90% de la population vit en milieu rural et plus de 65% de la main-d'œuvre dépend de l'agriculture. Ils cultivent des bananes, du maïs, du café ou du thé, non pas pour s'enrichir, mais avant tout pour nourrir leur famille. Ce n'est que lorsqu'ils ont un surplus, après la récolte, qu'ils le vendent sur le marché en échange de produits de première nécessité. Mais même la subsistance dépend du hasard. La majorité des terres cultivées en Tanzanie dépendent encore des pluies plutôt que de systèmes d'irrigation modernes. Il suffit que la saison des pluies arrive en retard ou que les précipitations soient inférieures à la normale pour que les revenus de toute la famille disparaissent en quelques semaines. C'est pourquoi, dans de nombreuses régions rurales, on s'habitue à voir des agriculteurs porter des sacs de produits agricoles sur le dos marchant des kilomètres pour les vendre au marché. Dans de nombreux villages tanzaniens, l'eau potable
L'électricité et les services de santé restent des biens que toutes les familles ne peuvent pas facilement accéder. Au lieu d'ouvrir un robinet dans leur maison, les habitants doivent souvent aller chercher de l'eau à un puits, à une source ou à des points d'eau communs. Cette eau est utilisée pour presque toutes les activités de la cuisine au lavage, en passant par les soins aux animaux. Dans la cuisine, l'électricité et le gaz sont encore inconnus pour de nombreuses familles. Les repas sont souvent cuisinés sur un feu de charbon ou de bois, ce qui fait rapidement remplir la petite maison de fumée. C'est une image si normale que beaucoup s'y sont habitués, même si dans d'autres endroits, cela pourrait être considéré comme un signe évident de précarité. Et lorsque la majeure partie de la vie est liée aux champs éloignés des villes, transporter des personnes, des produits agricoles ou des animaux devient un défi de taille. C'est cette situation qui a créé une image très particulière sur les voies ferrées de Tanzanie. Numéro 3. L'endroit où le train transporte à la fois des passagers et du bétail. Oseriez-vous monter dans un train où juste à côté de vous se trouvent quelques chèvres devant vous, des sacs de maïs empilés dans le couloir, et derrière vous, des cages de poules qui crient sans relâche pendant des heures? Partagez vos pensées dans les commentaires. Pour des millions de Tanzaniens, c'est une situation tout à fait normale. Ce pays possède un réseau ferroviaire qui existe depuis plus d'un siècle, construit à l'époque coloniale pour relier l'intérieur des terres à la côte de l'océan Indien. Mais avec le temps, ces trains ne transportent pas seulement des passagers. Ils sont devenus d'énormes marchés mobiles, où des personnes, des produits agricoles, des marchandises et même du bétail voyagent ensemble. Si vous avez l'occasion de monter dans un wagon, dans la campagne tanzanienne, vous verrez des agriculteurs assis à côté de sacs de maïs, fraîchement récoltés, quelques commerçants portant des cages de poules, et dans un coin du wagon, quelques chèvres en route pour le prochain marché. Pour de nombreuses familles vivant à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, des villes, c'est toujours le moyen, le moins cher d'acheminer le fruit de plusieurs mois de travail. Ainsi, la frontière entre les trains de passagers et les trains de marchandises semble presque inexistante. Lors de la saison des récoltes, ce tableau devient encore plus particulier. Les sacs de produits agricoles sont empilés si haut qu'ils occupent presque tout le couloir. Les passagers, les marchandises et la vie quotidienne d'une région rurale se mêlent dans un espace exigu. Certains profitent de l'occasion pour dormir sur les sacs, d'autres surveillent leurs marchandises tout en discutant avec des passagers totalement inconnus. C'est une scène difficile à rencontrer dans de nombreux autres pays. Cependant, ces trains portent aussi les marques du temps. De nombreuses lignes de chemin de fer fonctionnent depuis des décennies, l'infrastructure se dégrade et les retards sont fréquents. Par conséquent, lorsque les gens doivent voyager sur de longues distances, la plupart choisissent aujourd'hui les bus longue distance. Et ceux qui souhaitent gagner du temps optent souvent pour l'avion entre les villes. Mais peu importe le moyen de transport, la vie dans les rues de la Tanzanie reste toujours très animée. Partout, on voit des daladala, des minibus serpentant à travers les quartiers, les marchés et les centres-villes pour transporter des millions de passagers chaque jour. Au milieu de la circulation, on trouve des bajaj ou tuk-tuk à 3 roues suffisamment compactes pour se faufiler dans des rues bondées et devenir le moyen de subsistance de nombreux chauffeurs locaux. Ces routes ne servent pas seulement à transporter des marchandises ou à déplacer des personnes à travers le pays. Elles reflètent également le fonctionnement de la société tanzanienne, en particulier le rôle des femmes dans la vie quotidienne. Numéro 4. Les aspects méconnus des femmes tanzaniennes. En Tanzanie, le détenteur de la plus grande richesse n'est pas nécessairement celui qui contrôle l'aspect le plus important de la vie familiale. Cela se manifeste clairement au sein de la communauté Maasai, vivant dans les vastes plaines du nord du pays. Traditionnellement, les hommes possèdent le bétail, le type de richesse le plus précieux, et également un indicateur de statut pour chaque famille. Cependant, le lait est sous la gestion des femmes. Cela peut sembler être une simple répartition dans la vie quotidienne, mais en réalité, cela crée un équilibre de pouvoir particulier. D'un côté, il y a ceux qui détiennent les biens, tandis que de l'autre, ceux qui contrôlent une partie des ressources alimentaires qui nourrissent toute la famille. Mais cela n'est qu'une facette de la vie des Maasai. Il suffit de quitter les plaines et de parcourir quelques centaines de kilomètres vers l'océan Indien pour constater que le rôle des femmes change presque complètement. Le matin, au marché de Darajani sur l'île de Zanzibar, l'ambiance est toujours animée par le bruit des couteaux découpant le poisson, les négociations des clients et l'odeur des fruits de mer frais qui embaument le marché.
Après un moment d'observation, on réalise que la majorité des vendeurs de poissons, des poissonniers et des hommes transportant de lourdes caisses de fruits de mer sont des hommes. Les femmes sont très rarement présentes dans ces métiers. Car, de nombreuses communautés à Zanzibar sont profondément influencées par la culture arabe et islamique, où les rôles des hommes et des femmes dans l'espace public sont clairement définis. Chaque jour, des centaines de femmes s'avancent silencieusement sur les plages inondées de pages ou de l'île Uzi. Elles se penchent, pendant des heures, sous le soleil, pour récolter chaque brin d'algue accroché sous l'eau. Ce travail n'est ni glamour, ni facile. Mais il constitue la principale source de revenus pour de nombreuses familles côtières. Les algues, une fois séchées, sont exportées vers plusieurs pays asiatiques pour la production de cosmétiques, d'aliments et de produits de santé. Dans certaines régions, les femmes participent également à l'entretien des ruchers dans les mangroves, produisant le célèbre miel de Zanzibar. De plus en plus de femmes de Zanzibar apparaissent sur la scène artistique. Les orchestres taarabes composés uniquement de femmes étaient autrefois considérés comme très rares dans un genre de performance dominé par les hommes depuis des générations. Bien que de nombreux groupes soient encore dirigés par des hommes, l'émergence de musiciennes montre que le rôle des femmes ici évolue avec le temps. Fait intéressant, même au sein d'un même pays, il suffit de passer de l'île à la terre ferme pour ressentir une différence marquée dans la vie quotidienne des femmes. À Zanzibar, beaucoup portent des vêtements modestes, avec un foulard sur la tête. Même en allant à la mer, nombreuses sont celles qui conservent leur tenue, couvrant presque entièrement leur corps. En revanche, dans des villes comme Arusha, le paysage du week-end est totalement différent. Le samedi après-midi, les salons de coiffure sont toujours bondés. Sur les trottoirs, dans les marchés ou devant les petites boutiques, de nombreuses femmes profitent de l'occasion pour se coiffer, prendre soin de leurs ongles et préparer leur plus belle tenue pour le service religieux du dimanche matin. Pour elles, ce n'est pas seulement un rituel religieux, mais aussi une occasion de retrouver des amis, des voisins et toute la famille. Cependant, derrière cette vie quotidienne se cachent des règles matrimoniales qui surprennent souvent. Numéro 5. Le pays où la nuit de noces ressemble plus à un examen qu'à un mariage. Si un matin vous vous réveillez et que vos parents vous annonçaient que dans 3 jours, vous alliez épouser une personne dont vous n'avez même jamais entendu le nom, quelle serait votre réaction? Cela ressemble à un scénario de film, mais pour de nombreuses communautés traditionnelles en Tanzanie, dans le passé, c'était une partie tout à fait normale de la vie. Le mariage ne commence pas par l'amour ou des rendez-vous, mais est décidé par la famille dès que les enfants sont très jeunes. Dans de nombreux cas, en particulier pour les femmes, elles n'ont pratiquement aucun droit de choisir la personne avec qui elles passeront le reste de leur vie. Il arrive même que certains couples de mariés ne se connaissent que le jour de la cérémonie. Garder l'identité des deux parties secrètes est considéré comme une partie de la coutume, ce qui signifie que 2 personnes peuvent devenir officiellement mari et femme avant même de vraiment comprendre qui se tient à leur côté. Cependant, ce qui surprend le plus de nombreuses personnes aujourd'hui se produit après la fin de la réception de mariage. Pour certaines communautés, la nuit de noces ne marque pas seulement le début de la vie conjugale, mais est également perçue comme un test pour la mariée. L'honneur de la famille, la vertu de la femme et la reconnaissance de la communauté sont parfois tous liés aux évaluations qui se déroulent cette nuit-là. Ainsi, beaucoup comparent la nuit de noces à un examen que la mariée doit réussir plutôt qu'à un moment romantique, comme la plupart d'entre nous l'imaginent. Selon la conception traditionnelle, si elle répond aux normes établies par la communauté, le mariage est considéré comme complet et la femme est officiellement acceptée par la famille du mari. En revanche, si elle ne répond pas à ces attentes, la mariée peut subir la pression des 2 familles, ainsi que des commérages persistants au sein de la communauté. Cependant, toutes les coutumes de mariage en Tanzanie ne sont pas aussi tendues. Sur cette même terre, il existe une île où les habitants préparent la mariée d'une manière totalement différente. Dans l'archipel de Zanzibar, depuis de nombreuses générations avant le jour du mariage, de nombreuses familles écrasent des graines de cardamome avec leur coque pour créer une épice spéciale réservée à la mariée. Selon la croyance locale, cette épice aide à réduire le stress, procure une sensation de détente et permet à la mariée de se sentir plus confiante en entrant dans ce jour important. Cette pratique est si répandue que de nombreux habitants de Zanzibar croient qu'un mariage traditionnel ne peut être complet sans cette épice. Mais le mariage n'est qu'une partie du tableau traditionnel de la Tanzanie. Ce qui surprend encore plus, c'est la façon dont les habitants de cette région font face à la maladie. Numéro 6. Le pays où les sorciers sont plus crédibles que les médecins. Dans de nombreux pays, les histoires de sorts ou de forces surnaturelles ne subsistent que dans les contes de fées ou les films.
Mais en Tanzanie, pour beaucoup de gens, le monde spirituel reste étroitement lié à la vie quotidienne. Si vous quittez les grandes villes pour vous rendre dans les zones rurales, vous rencontrerez facilement des personnes qui se tournent vers des guérisseurs traditionnels avant de penser à l'hôpital. À travers toute la Tanzanie, des dizaines de milliers de guérisseurs folkloriques exercent leur art. Ils utilisent des herbes locales, des remèdes transmis à travers les générations et des rituels spirituels qui existent depuis longtemps dans la culture locale. Pour de nombreuses communautés vivant loin des centres urbains, où les infrastructures de santé sont limitées, les conseils des guérisseurs ont encore une grande influence sur les décisions de vie. Cependant, ces méthodes reflètent principalement les traditions culturelles et les croyances de la communauté, et ne peuvent pas remplacer les soins de santé modernes. Cependant, tout comme dans de nombreux autres endroits dans le monde, lorsque la foi dépasse certaines limites, elle peut avoir des conséquences très regrettables. Pendant de nombreuses années, la Tanzanie a été confrontée à un problème social grave concernant les personnes atteintes de albinisme. Certaines croyances populaires affirment que les objets liés aux personnes albinos peuvent apporter chance ou richesse. Bien que ces croyances aient été fermement condamnées par le gouvernement et des organisations sociales, elles ont néanmoins causé de nombreux drames au sein de la communauté albinos, poussant le gouvernement à mettre en place diverses mesures de protection. Mais il est intéressant de noter que l'influence de la foi spirituelle en Tanzanie ne se limite pas à la vie quotidienne. Elle a également eu un impact sur l'histoire du pays. Au début du XXe siècle, lors de la révolte Maji-Maji contre le gouvernement colonial allemand, un leader spirituel a diffusé la croyance selon laquelle une eau sacrée appelée Maji pouvait protéger spirituellement les participants au mouvement. Cette croyance n'a pas changé l'équilibre des forces sur le champ de bataille, mais elle a eu le pouvoir de rassembler des dizaines de communautés souvent différentes par leur langue et leur ethnie autour d'un objectif commun. Selon de nombreux historiens, cela est considéré comme l'un des rares exemples où la foi a contribué à créer un mouvement de solidarité à grande échelle dans l'histoire de la Tanzanie. Et ces croyances n'affectent pas seulement les adultes. Dès leur plus jeune âge, de nombreux enfants en Tanzanie sont élevés dans des traditions et des conceptions culturelles spécifiques, ce qui crée une manière de grandir très différente de celle du reste du monde. Numéro 7. L'endroit où les enfants apprennent à survivre dans la nature dès leur plus jeune âge. Que se passerait-il si un garçon de 12 ans était chargé de protéger le bien le plus précieux de toute sa famille, au milieu des prairies peuplées d'animaux sauvages? Pour les Maasai, ce n'est pas une hypothèse, mais une partie très normale du processus de maturation. Il existe des garçons âgés de seulement 12 ou 13 ans, qui ont déjà la responsabilité de garder des centaines de bétails dans les vastes prairies de l'Afrique de l'Est. Dans un environnement où les lions, les hyènes, les éléphants ou les sécheresses sévères font toujours partie de la vie quotidienne, apprendre à survivre n'est pas une compétence accessoire, mais une nécessité. C'est une étape du parcours de maturation des Maasai, l'une des tribus les plus célèbres de Tanzanie. Dès leur plus jeune âge, les garçons apprennent à reconnaître les traces des animaux, à trouver des sources d'eau pendant la saison sèche, à protéger le bétail et à se déplacer sur de longues distances dans la nature sauvage. Pour les Maasai, le bétail n'est pas seulement une propriété, mais aussi un indicateur de statut, une source de nourriture, et le fondement de toute la communauté. Ainsi, protéger le bétail signifie également protéger l'avenir de sa famille. À l'âge d'environ 7 à 14 ans, les garçons doivent passer par un rituel de passage à l'âge adulte devant toute la communauté. Ce qui est particulier, c'est que pendant toute la durée de la cérémonie, ils ne doivent absolument pas pleurer ni montrer de douleur. Une seule larme pourrait faire que l'enfant soit considéré comme manquant de courage et devenir la cible de moqueries pendant de nombreuses années par la suite. Mais ce n'est que le début. Après la cérémonie, ils entrent dans une phase d'entraînement pour devenir Moran, la classe des jeunes guerriers dans la société Maasai. C'est une période où ils apprennent à être autonomes, à endurer des épreuves et à assumer des responsabilités envers la communauté. Ce n'est qu'après avoir terminé cette phase qu'ils sont reconnus comme de véritables adultes. À leur retour, toute la communauté organise de grandes cérémonies accompagnées de sacrifices de vaches ou de chèvres pour marquer cet événement important. Alors que les Maasai conservent de nombreux rituels anciens, une autre communauté en Tanzanie va même plus loin dans la préservation du mode de vie ancestral. Il s'agit de la tribu Hadzabe, l'une des rares communautés de chasseurs-cueilleurs encore existantes dans le monde. Il est remarquable qu'ils n'aient presque pas changé leur mode de vie au cours des milliers d'années passées. Les Hadzabe ne cultivent pas
n'élèvent pas de bétail et ne dépendent pas des sources alimentaires industrielles. Ils chassent des oiseaux, des antilopes, des singes et de nombreux autres animaux sauvages pour se nourrir. Le miel sauvage peut représenter une part significative de leur alimentation et est souvent recherché en suivant le chant d'un oiseau particulier capable de les guider jusqu'à la ruche. Même lorsque le gouvernement construit des logements fixes, de nombreux Hadzabe refusent de s'y installer et préfèrent continuer à vivre dans des huttes simples au milieu de la nature. Ils n'utilisent pas d'allumettes ni d'outils modernes, mais maintiennent la technique de production de feu par friction du bois, comme leurs ancêtres l'ont fait il y a des milliers d'années. Leur langue est également célèbre pour ses clics distinctifs, qui sonnent complètement différents de la plupart des langues du monde. Cependant, tous les héritages anciens en Tanzanie ne résident pas dans les modes de survie. Certains existent dans des croyances si fortes qu'elles influencent directement la vie de millions de personnes, en particulier dans la gastronomie. Numéro 8. Une cuisine façonnée par 4 civilisations. Si quelqu'un venait à effacer tous les livres d'histoire de la Tanzanie, de nombreuses traces du passé pourraient encore être retrouvées dans les plats quotidiens. Le plat le plus présent sur la table des Tanzaniens est l'ugali, considéré comme l'âme de la cuisine nationale. L'ugali est préparé à partir de farine de maïs cuite, jusqu'à obtenir une pâte ferme et élastique, parfois remplacée par de la farine de manioc ou de mil, selon les régions. Les convives prennent une petite portion d'ugali qu'ils façonnent en boules et trempent dans des ragoûts à base de tomates, d'oignons, de légumes, de viande ou de poisson. La Tanzanie est également célèbre pour ses plats à base de viande de gibier. Selon les régions et les réglementations locales, les visiteurs peuvent découvrir des plats préparés avec du crocodile, du phacochère, des antilopes ou des autruches. Ces ingrédients sont rarement présents dans les menus de la plupart des pays du monde. Pour ressentir plus intensément le rythme de la vie locale, beaucoup se dirigent vers les marchés et les stands de rue lorsque la nuit tombe. Les grillades sont une partie essentielle de la culture culinaire tanzanienne. Le plus populaire est le nyama choma, une viande grillée préparée simplement mais très appréciée, ainsi que les mishikaki, des brochettes de viande grillée parfumée qui se trouvent partout. Au célèbre marché nocturne de Forodani à Zanzibar, des dizaines de stands grillent en continu des fruits de mer frais, des crevettes, des calamars et des pieuvres sous les yeux des clients. Zanzibar est également l'endroit où se manifeste le plus clairement la fusion culturelle dans la cuisine tanzanienne. Située sur une importante route commerciale de l'océan Indien pendant des siècles, cette région a fortement absorbé les influences du monde arabe et persan. Ainsi, les plats utilisent souvent de nombreuses épices, telles que la noix de coco, le curcuma, l'ail, la cannelle, la cardamome et le clou de girofle. L'un des plats les plus célèbres est la Zanzibar Pizza. Bien qu'elle porte ce nom, ce plat ressemble, en réalité, à une sorte de crêpe farcie de viande, pliée et grillée à chaud. À côté, il y a le riz pilao, un riz savoureux cuit avec un bouillon, du gingembre, des oignons, de l'ail, de la cannelle et des viandes ou des fruits de mer. Accompagnant les plats principaux, il y a de nombreux accompagnements familiers pour les habitants. Le kachumbari est une salade simple composée de tomates, d'oignons, de citron, de coriandre et de piment, souvent utilisée pour équilibrer la richesse de la viande grillée. Pendant ce temps, les petites sardines, après avoir été débarrassées de leur tête, sont cuites avec des tomates et des épices pour créer une sauce savoureuse qui apparaît souvent lors des repas familiaux. Si l'on a encore de la place pour un dessert, les marchés locaux offrent de nombreuses options intéressantes. Le mandazi est un beignet frit avec une croûte dorée et croustillante, souvent saupoudrée de sucre et parfois garnie de noix de coco, de caramel ou de beurre de cacahuète. Il y a aussi les samosas, des chaussons frits d'origine sud-asiatique qui sont devenus une collation populaire dans toute la Tanzanie. Après tous ces plats savoureux, les Tanzaniens terminent souvent leur repas par des boissons très caractéristiques. La plus populaire est le jus de canne à sucre mélangé avec du gingembre et du citron. La douceur du jus de canne se marie avec le léger piquant du gingembre pour créer une boisson rafraîchissante, présente dans toutes les rues. De plus, la Tanzanie est également le pays d'origine des plantations de café arabica, situées sur les pentes fertiles autour du Kilimandjaro. Accompagnée de tasses de thé chaud avec du lait, du gingembre et de la cardamome, cette boisson est devenue une partie intégrante de la vie quotidienne des habitants. Numéro 9. Lieu de conservation des empreintes datant de 3 600 000 ans. Si un endroit sur Terre mérite d'être appelé le berceau de l'humanité, ce pourrait bien être la Tanzanie.
Peu de gens savent qu'il y a longtemps, avant même la construction des pyramides d'Égypte, avant l'apparition de la Grande Muraille de Chine ou de tout pays moderne, nos ancêtres lointains ont pu être vécus et laissé des traces ici même. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'une partie de ces vestiges existe encore aujourd'hui. Située sur la côte de l'océan Indien, en Afrique de l'Est, la Tanzanie couvre près de 945 000 km² et abrite plus de 67 millions d'habitants. Mais ce qui rend ce pays célèbre ne réside pas seulement dans sa taille, mais aussi dans le fait qu'il est presque un point de convergence des plus grands symboles naturels d'Afrique. Vous pouvez vous tenir au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne du continent. À quelques heures de route, se trouve le lac Victoria, le plus grand lac d'eau douce d'Afrique. Et si vous avez la chance d'y être à la bonne saison, vous pourrez assister à la migration de millions de gnous, de zèbres et de gazelles, traversant les plaines du Serengeti, un spectacle sauvage, considéré comme l'un des plus impressionnants de la planète. Cependant, tout cela n'est pas la raison pour laquelle la Tanzanie est l'un des endroits les plus spéciaux au monde. Pour les archéologues et les chercheurs en évolution, cette terre ressemble à un immense journal qui consigne les premiers chapitres de l'histoire de l'humanité. Caché dans la vallée du Rift africain, se trouve le site d'Olduvai, souvent surnommé le berceau de l'humanité. Depuis des décennies, les scientifiques y ont découvert des milliers de fossiles et d'outils en pierre anciens, y compris des restes de nombreuses espèces ancêtres de l'homme, datant de plusieurs centaines de milliers à plus de 2 millions d'années. Non loin de là, se trouve l'Éthiopie, où une découverte a changé la façon dont l'humanité se perçoit elle-même. Ici, les scientifiques ont trouvé des empreintes fossiles datant d'environ 3 600 000 ans. Ce qui est particulier, c'est qu'il ne s'agit pas d'empreintes d'un animal, mais de celles d'ancêtres qui marchaient déjà sur 2 jambes. En d'autres termes, bien avant l'écriture, avant l'apparition des premières villes ou civilisations, les premiers pas sur le chemin de l'évolution humaine ont très probablement été imprimés sur ce qui est aujourd'hui le sol de la Tanzanie. Numéro 10. La scène sauvage, la plus spectaculaire de la planète. En Tanzanie, la nature ne fonctionne pas comme une réserve paisible. Elle ressemble plutôt à une immense arène, où des millions de créatures doivent se battre chaque jour pour obtenir le droit de survivre. Chaque année, dans l'écosystème célèbre du Serengeti, plus d'1,5 million de gnous, accompagnés de centaines de milliers de zèbres et de gazelles, se lancent ensemble dans la plus grande migration terrestre du monde. Ils ne se déplacent pas par désir d'explorer de nouvelles terres. Ils migrent parce que s'ils restent, ils risquent de mourir de faim. Vus du ciel, les troupeaux forment d'énormes flots noirs, s'étendant jusqu'à l'horizon semblables à des rivières vivantes serpentant à travers les prairies africaines. Mais la partie la plus dangereuse du voyage se trouve dans les véritables rivières. À leur arrivée au fleuve Mara, des dizaines de milliers d'animaux doivent plonger dans l'eau presque en même temps. En quelques minutes, la surface du fleuve se transforme en un tableau chaotique. Les jeunes sont séparés des troupeaux, de nombreux individus sont piétinés ou emportés, tandis qu'en dessous de la surface, d'énormes crocodiles du Nil attendent. Certains mesurent jusqu'à 5 mètres de long, presque la taille d'une voiture familiale. Ils passent presque toute l'année à attendre ces quelques semaines fugaces où des dizaines de milliers de proies se jettent dans le fleuve juste devant eux. Mais ce qui fait de la Tanzanie l'un des territoires sauvages les plus extraordinaires du monde ne réside pas seulement dans son ampleur. L'environnement ici engendre également des comportements animaux étranges que beaucoup de gens ont du mal à croire. Dans des parcs nationaux comme Manyara et Tarangire, les visiteurs doivent parfois frotter leurs yeux une seconde fois pour s'assurer qu'ils ne se trompent pas. Car parmi les grandes branches, ce qui dort n'est pas un léopard ou un singe, mais des lions adultes. Alors que la plupart des lions dans le monde se reposent au sol, de nombreux groupes de lions en Tanzanie ont l'habitude de grimper aux arbres et de s'étendre pendant des heures sur les branches hautes. Les chercheurs pensent que cela les aide à éviter les insectes, à profiter d'un air plus frais et à observer leur territoire d'en haut. Si les lions grimpeurs sont déjà assez étranges sur l'île de Zanzibar, il existe une espèce de singe qui semble comprendre l'antidote depuis bien avant que l'homme ne construise des laboratoires modernes. Il s'agit du colobe rouge de Zanzibar, l'une des espèces de primates les plus rares d'Afrique. Après avoir consommé des feuilles contenant des toxines naturelles, il se dirige souvent vers des zones argileuses pour manger directement des poignées de terre. Les scientifiques ont découvert que les minéraux présents dans l'argile peuvent aider à neutraliser une partie des composés toxiques dans leur alimentation, en d'autres termes. Tandis que les humains ont mis des milliers d'années à étudier les antidotes, ces singes ont trouvé depuis longtemps une solution naturelle à ce problème.
C'est aussi la raison pour laquelle la Tanzanie est souvent considérée comme l'une des scènes sauvages les plus spectaculaires de la planète. C'est un endroit où des millions d'animaux participent à des migrations vitales, où les prédateurs dorment dans les arbres et où les primates savent se protéger grâce à des remèdes fournis par la nature. Mais ces empreintes anciennes ne sont que le début. Car la Tanzanie d'aujourd'hui est également célèbre pour une merveille bien plus vivante. Numéro 11. Des paysages étranges et uniques qu'il est très difficile de trouver ailleurs sur Terre. Croyez-vous qu'il existe sur Terre un lac rouge comme du sang, un volcan crachant de la lave noire qui se transforme ensuite en blanc? Tout cela se trouve en Tanzanie. Tout d'abord, Zanzibar, l'île célèbre pour ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Mais ce qui attire les visiteurs, c'est Stone Town, le vieux quartier classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En quelques minutes de marche, vous vous perdrez dans un dédale de ruelles, devant des portes en bois finement sculptées et des bâtiments aux influences arabes, indiennes et africaines. Il y a des centaines d'années, cet endroit était l'un des ports les plus animés de l'Afrique de l'Est, et il conserve encore aujourd'hui presque intacte cette atmosphère. En quittant cette île paradisiaque, la Tanzanie vous plonge dans un paysage qui semble appartenir à une autre planète. Le lac Natron se distingue par ses eaux rouges sombres dues à la prolifération de bactéries et d'algues dans un environnement extrêmement alcalin. C'est ce phénomène qui a donné naissance à des histoires d'animaux pétrifiés. En réalité, les minéraux présents dans le lac peuvent recouvrir les carcasses d'animaux, leur donnant l'apparence de statues. Pourtant, paradoxalement, cet endroit hostile est devenu un site de reproduction sûr pour des millions de flamants roses. Juste à côté se trouve Old Wanyo-Lenge, le seul volcan au monde à cracher de la lave noire. Après seulement quelques heures d'exposition à l'air, cette lave se transforme progressivement en une couleur blanc-grisâtre, créant un phénomène rare sur Terre. Poursuivant votre voyage, le parc national de Tarangire est un monde peuplé d'énormes troupeaux d'éléphants et de baobabs millénaires, dont les troncs enflés ressemblent à d'énormes réservoirs d'eau, leur permettant de survivre à de nombreuses saisons sèches. Et si tout cela ne suffit pas, la Tanzanie possède également 2 immenses lacs d'eau douce. Le lac Victoria est si vaste qu'il est presque impossible de voir l'autre rive depuis le bord, tandis que le lac Tanganyika est à la fois le plus long lac d'eau douce du monde et le plus profond d'Afrique. Parmi tous ces lieux, lequel vous donne le plus envie d'être vu de vos propres yeux? Partagez-le dans les commentaires. Alors, combien d'argent faut-il prévoir pour explorer ce pays plein de surprises? Numéro 12. Le pays où un repas ne coûte que quelques milliers de dons, mais une expérience peut coûter des milliers de dollars. En réalité, la Tanzanie peut être beaucoup moins chère que vous ne le pensez. Cependant, le premier montant que vous devez débourser apparaît parfois dès le début de votre voyage. Si vous souhaitez visiter Zanzibar, l'archipel célèbre au large de la Tanzanie, les voyageurs doivent généralement payer environ 35 dollars américains pour le ferry ou environ 40 dollars américains pour un vol intérieur. Mais ce n'est pas tout. À votre arrivée à Zanzibar, les touristes internationaux doivent également acheter un forfait d'assurance obligatoire d'environ 44 dollars américains. Cela signifie que rien qu'en mettant les pieds sur cette île, vous pourriez dépenser près de 80 dollars américains. Dans la vieille ville de Stone Town à Zanzibar, un lit en dortoir dans une auberge peut coûter seulement environ 10 dollars américains par nuit. Sur le continent, de nombreux hôtels économiques, avec climatisation eau chaude et Wi-Fi, coûtent l'équivalent d'environ 450 000 dong vietnamiens pour une nuit. Si vous voyagez en groupe, le coût peut être encore plus bas en partageant une chambre. Non seulement l'hébergement, mais la nourriture en Tanzanie surprend également de nombreux voyageurs par ses prix très abordables. Dans les marchés locaux, vous pouvez trouver du café pour seulement quelques milliers de dong vietnamiens, des brochettes de viande grillée chaude au prix d'un bonbon dans de nombreux pays développés, ou des samosas farcis de pommes de terre à moins de 1000 dong chacun. Même au célèbre marché nocturne de Forodani à Zanzibar, une brochette de fruits de mer ou de poulpe grillée coûte à peine l'équivalent d'un repas bon marché au Vietnam. Se déplacer dans ce pays est également assez économique si vous choisissez le bon moyen de transport. Les bus longue distance sont le choix le plus populaire parmi les habitants. Un trajet de plus de 300 km peut parfois coûter environ 200 000 dong vietnamiens. En ville, les tuk-tuks sont omniprésents. Cependant, c'est aussi un endroit où de nombreux voyageurs peuvent facilement se faire surcharger. Un trajet qui devrait coûter quelques dizaines de milliers de dong peut être multiplié par plusieurs fois si vous ne négociez pas au préalable. Mais les dépenses vraiment notables
se trouve souvent dans les expériences touristiques. À Zanzibar, une excursion Blue Safari d'une journée pour explorer les bancs de sable et les petites îles coûte environ $30 américains. Pour visiter Prison Island, les voyageurs doivent payer la location d'un bateau et un droit d'entrée séparé. Ou, si vous souhaitez nager, avec des tortues marines, le prix des billets est souvent calculé selon des tranches horaires assez détaillées. Cependant, toutes ces dépenses restent relativement faibles comparées à une autre expérience. Gravir le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, est souvent considéré comme l'activité la plus coûteuse pour la plupart des voyageurs. Un trek de plusieurs jours, avec un guide, une équipe de soutien et les frais associés, peut coûter environ $2000 américains. Ainsi, la Tanzanie est un endroit assez particulier. Vous pouvez manger un encas de rue pour moins de 1000 dong, dormir dans une auberge pour $10 américains la nuit. Mais vous pouvez aussi débourser des milliers de dollars juste pour conquérir une seule montagne. C'est cette disparité qui fait de ce pays une destination adaptée tant aux routards qu'à ceux qui sont prêts à dépenser beaucoup pour des expériences uniques au monde. Mais si beaucoup de gens viennent en Tanzanie pour admirer la faune, les scientifiques viennent ici pour une autre raison. Ils croient que cette terre conserve l'un des premiers chapitres de l'histoire de l'humanité elle-même. Avant de découvrir la Tanzanie, beaucoup de gens ne pensent qu'aux safaris et aux lions. Mais plus vous explorez, plus vous réalisez que ce pays a de nombreuses couches à offrir. De la vie des Maasai, aux lacs étranges en passant par des volcans uniques, jusqu'aux îles chargées d'histoire. Tout cela compose une Tanzanie très différente de ce que nous avons souvent imaginé. Et c'est peut-être cela qui rend l'exploration du monde si fascinante. Chaque pays a sa propre histoire, attendant d'être découverte. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en Tanzanie? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez ce genre d'aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour accompagner Terre d'origine dans ses prochains voyages. Au revoir et à bientôt.